Blooming You, le podcast Mieux-être, corps et esprit. Rencontre avec Paul Nathan, médecin endocrinologue, nutritionniste et l'auteur du livre « Donner du sens à son alimentation pour donner du sens à sa vie », paru aux éditions Odile Jacob. 3 principaux facteurs motivent aujourd'hui le désir de donner du sens à son alimentation. Les 2 premiers sont le souci de préserver la vie animale et l'environnement pour les futures générations. Le 3e facteur est la préservation de sa propre santé, tant sur le plan physique que mental, comme nous l'avions vu avec le médecin psychiatre Guillaume Font. Outre ces différents éléments, est-il possible d'apporter encore plus de sens à son alimentation, notamment en y intégrant une dimension spirituelle ? Comment une alimentation peut-elle être spirituelle et apporter ainsi du sens à notre vie ? Comment se définit et se pratique une alimentation spirituelle ? Et quels en sont ses bienfaits ? Afin de mieux comprendre comment donner du sens à sa vie grâce au contenu de son assiette, nous recevons Paul Nathan, médecin endocrinologue et nutritionniste. Elle est formatrice, conférencière et l'autrice de l'ouvrage « Se soigner par l'alimentation » et du guide de l'alimentation pour les familles, tous parus aux éditions Odile Jacob. Je suis Amalda Dole, une simple curieuse de ce qui fait une vie bonne et heureuse. Paul Nathan, bonjour. Bonjour. Alors, pour donner du sens à sa vie via son assiette, vous préconisez d'ouvrir la porte nutritionnelle. Qu'est-ce que donc cette porte nutritionnelle et comment peut-on l'ouvrir ? Alors, la porte nutritionnelle, c'est un concept de dire on tourne en rond. On tourne en rond dans notre bocal d'humain, on le voit très très bien. On passe sur une autre ère, ou qui a été une ère un petit peu un peu plus matérialiste, où on a découvert des choses, on a été gâtés et autres, on a pas un peu ces 30 glorieuses. Et là, on est en train de tourner en rond. Et d'ailleurs, on voit, il y a une violence qui se fait. Et puis les personnes se resserrent un peu plus sur elles-mêmes, les pays se resserrent un peu plus sur eux-mêmes. Et là, c'est de dire, essayons de passer par l'acte le plus naturel, qui est l'alimentation, pour s'ouvrir. Essayons de trouver cette porte. Et alors, la porte, c'est le passage d'un état à un autre. C'est-à-dire, on est là, on n'est pas bien, on se cogne un peu au mur. Je vous rappelle qu'en France, il y a le plus de dépression, il y a le plus de suicides, c'est là où on prend le plus de cannabis, le machin, les trucs, etc. Donc, il y a quand même un mal-être qu'on veut pas voir, en fait. Et de se dire, il y a certainement, et par cette porte nutritionnelle, une ouverture où on va vers un autre état qui peut nous ouvrir au monde. Et s'ouvrir au monde à travers l'aliment, c'est-à-dire je me recentre un peu sur moi, c'est pas une rigidité, hein. Vous savez qu'on est complètement décentré, là. On n'est plus français, on n'est plus européen, on n'est plus machin. D'ailleurs, les gens refont leur généalogie. On se décentre actuellement complètement sur notre identité de ce que l'on est. Et là, je me dis, bon, on va repartir vers soi et on va repasser vers cet acte qui va nous permettre de se poser et de voir la façon dont il peut m'ouvrir vers l'extérieur, m'ouvrir l'autre, en sachant que les nourritures ne sont pas seulement dans l'assiette. On oublie que les nourritures sont aussi les nourritures avec l'autre. Quand on regarde quelqu'un, quand on regarde son sourire, quand on regarde son regard, quand on écoute une musique, quand on a de l'empathie envers quelqu'un, quand on a un contentement, quand on rit et autres, ce sont des nourritures qui nous permettent effectivement de s'ouvrir et d'avoir un contentement. Comment en êtes-vous arrivé à associer la nourriture et la spiritualité ? Un cheminement, voilà, c'est un cheminement où effectivement... Donc j'avais fait ce premier livre, Se soigner par l'alimentation, c'est Odile Jacob qui m'avait demandé de le faire, où c'est un des premiers livres où on parlait de la nutrition en général. J'ai eu la chance d'avoir cette formation par le professeur Kref, qui était un très grand nutritionniste, puisqu'à l'époque on parlait que de régime amaigrissant. Et là c'était vraiment la nutrition en général, et son équipe, on était aussi médecin du sport, c'est-à-dire la nutrition de la personne en bonne santé. Donc en fait, on alliait effectivement les pathologies avec l'optimisation de l'acte sportif en fait. Et donc j'avais fait ce livre-là. Après la nutrition, effectivement, Larousse en a fait un livre de cuisine. Et après, effectivement, l'alimentation pour les familles. Et j'ai toujours été attirée depuis que je suis jeune par tout ce qui est spiritualité et autres. Et j'ai continué après à faire le guide de sagesse alimentaire. La sagesse, effectivement, dans son alimentation, pour se dire, attention, il n'y a pas que les calories. On coupe les cheveux en 4. Moi, je vais en consultation, ils vont me dire, et le citron, et le machin, et le truc. Et puis, finalement, sans sagesse et sans recul par rapport à son alimentation, où j'avais fait, effectivement, les vivre avec son cosmos, avec tous les grands rythmes que nous avons dans l'alimentation, dont le rythme alimentaire, que nous sommes en train de casser, effectivement, avec tous ces régimes-là. Donc, effectivement, on vit
avec notre cosmos. On a des rythmes, nous les femmes, on a des rythmes, on le sait bien, nos rythmes lunaires. On a les rythmes des saisons, on a les rythmes au niveau des fêtes que nous avons, qui sont des rituels qui sont très très importants. Et j'aime beaucoup L'homme de vertu, vous savez, de Léonard de Vinci, où il est face au monde, il s'ouvre face au non-monde, et puis il a ses côtés carrés, et puis il a ce rond. Et je pense qu'on a besoin aussi de ces fêtes alimentaires, de ces repères. Et le guide de sagesse, c'est ça, de redonner des repères et de faire monter un peu la conscience de l'alimentation. Et donc, c'est retrouve la source de vie, c'est l'eau. Parce que c'est vrai qu'on voit les enfants boivent de moins en moins d'eau. Retrouver la source de vie. Et puis, la protection de l'enfance, qui est quelque chose d'important. Puisque l'obésité de l'enfant et la malnutrition de l'enfant est la première inégalité dès le début de l'enfance. Voilà. Et puis après, en allant là-dessus, effectivement, sur la spiritualité, une ouverture un peu plus haute, donc le corps, esprit, l'âme, si vous voulez, pour voilà cette démarche. Alors, en quoi accorder plus d'attention à notre alimentation éveille la curiosité et renforce la confiance en soi ? Déjà, c'est mieux se connaître. Mieux se connaître, c'est-à-dire de ne pas aller vers des cases. En fait, on va dans des cases, actuellement, dans l'alimentation. Moi, je le vois, je reçois des personnes, j'ai fait le régime de monsieur Attel, j'ai fait le régime de maman Attel et tout. Je dis, ah bon, alors c'est quoi votre truc? Expliquez-moi un peu comment vous fonctionnez. Les personnes sont incapables de se situer. Parce qu'ils vont aller vers la dernière personne à la mode. On le voit très bien. C'est marrant parce que maintenant, on donne des nouveaux mots de régime, que finalement, c'était des régimes qu'on connaît depuis 40 ans, si vous voulez. Le cétogène, c'est l'ancien Atkins, le low carb, pareil, si vous voulez. Et donc, les personnes se mettent dans la case en disant, ça doit être bien. Donc, en fait, on se force à aller dans la case. Et à ce moment-là, ça ne peut que, comme on ne s'y retrouve pas, parce que c'est quelque chose de très intime, l'alimentation. C'est dès le départ. C'est l'alimentation, c'est le sein ou le biberon. C'est ce que je dis, la voie lactée. En fait, c'est une voie blanche, une voie lactée. Et une fois que l'enfant a trouvé cette intimité, cette recharge qu'il a en lui-même, on ne sait pas d'où il vient, mais enfin, on peut l'imaginer d'où il vient. Mais à partir du moment où il acquiert effectivement cette maturité alimentaire, où il va commencer à s'ouvrir vers le monde, c'est là où on va lui mettre des couleurs. On va lui mettre des couleurs dans son alimentation. Il sort de la voie lactée pour aller vers une alimentation plus colorée, si vous voulez. Donc, c'est repartir de ce qu'on est et remettre dans son assiette ce qui nous correspond. Donc déjà nos besoins. Quels sont mes besoins, suivant mon activité, suivant mon sexe, suivant ce que j'aime et autres, et repartir de soi-même et se recentrer, parce qu'actuellement, on a un manque d'estime de soi. Et ce problème de société, c'est un gros manque d'estime de soi, en fait. On nous donne du tout à penser, Cyrulnik l'explique très très bien, on nous donne du tout à penser et autres, et on ne pense pas par soi-même. Donc déjà, se redonner une estime de soi en connaissant mieux l'alimentation, mieux ce qui nous convient. Plutôt que de se dire, je mange mal, c'est pas bon, ça y est, attendez, il y a qu'un seul aliment interdit en nutrition, moi je dis. Vous savez lequel? Non. Champignons vénéneux. Après, toute une question d'équilibre. Ouais. Après, les gens, ils mangent du chocolat. Oh, je devrais pas manger. Oh, je mange de la viande. Oh, je devrais pas manger. Oh, vous voyez, j'ai pas encore fait mon régime. Oh, aujourd'hui, j'ai encore grignoté, mais je suis nulle. Vous voyez? Et ça, il faut redonner de l'estime de soi-même. Il y a qu'un centrage qui permette de le faire. Et une souplesse dans le centrage. Une très grande souplesse, parce qu'on a droit finalement d'être un peu fantaisiste. Et on a le devoir d'être fantaisiste. Alors, face aux peurs de se retrouver seul avec soi-même, avec des pensées difficiles ou douloureuses, vous conseillez de limiter les compensations en prenant une nourriture plus légère et digeste. En quoi changer son mode alimentaire peut soulager sa souffrance émotionnelle? Alors, c'est une question difficile. C'est-à-dire que souvent, on se plombe. En fait, on se plombe par le repas, en fait. Et enfin, comme les bébés, quoi, finalement. Après, c'est une question très large, si vous voulez. Mais en général, on fait le bébé et puis finalement, on mange pour compenser, en fait. Donc, il y a différentes façons de compenser. C'est soit ce qu'on appelle la confusion des affects. C'est-à-dire, ça vient quelque chose de très primitif. C'est-à-dire que on apprend chaque fois qu'un bébé pleure, finalement, on fait un biberon. Mais il peut très bien pleurer parce qu'il a faim, effectivement, donc le biberon est bienvenu. Mais il peut pleurer parce qu'il a froid, parce qu'il a envie d'aller dans les bras du maman, ou parce qu'il a un peu des troubles digestifs. Mais on répond par l'alimentation, peut-être parce qu'on va être une bonne mère, une trop bonne mère, et de se dire bon voilà, il a faim, le pauvre. Mais il faut savoir écouter. Et quand on écoute un enfant, on lui apprend finalement après quand il va être changé, parce qu'il peut pleurer aussi parce qu'il a fait dans sa couche, ou quand il va être dans les bras de sa maman, il va comprendre dans son esprit qu'il n'y a pas que l'aliment qui va le calmer.
Donc plus tard, effectivement, on retrouve cette compensation alimentaire par l'aliment. Donc c'est toute une rééducation qu'il faut faire et de cette confusion des affects pour remettre ce que l'on ressent à son intériorité vers effectivement ce qui nous gêne à l'intérieur de soi-même. Donc ça, c'est un apprentissage que l'on fait progressivement avec les patients. Et puis il y en a d'autres où c'est un peu plus compliqué, où on a besoin de se calmer, de se bourrer et autres pour étouffer l'émotionnel. Vous voyez, c'est deux choses complètement différentes. Et étouffer l'émotionnel, c'est-à-dire effectivement on plombe un peu son système digestif et puis on s'endort un peu. Le sportif, vous savez très bien que il va faire attention de ne pas manger 2 heures avant, de manière à ce que le sang ne n'aille pas tout au niveau digestif, mais au niveau des muscles. Mais là, finalement, la personne va se plomber et va s'endormir comme un bébé, mais avec toute la culpabilité qu'il peut y avoir. Donc c'est un chemin que l'on fait avec le patient progressivement et qui nécessite une réconciliation aussi avec la nourriture et puis d'aller un peu au contact de ses émotions. On est dans une société, on ne va pas au contact des émotions puisqu'on est très rapide. Hein. On est pof, on fait des posts, on fait des choses, etc. Même on discute plus avec les copains puisque maintenant vous avez vu, c'est des WhatsApp, c'est des machins et tout. Et là, on se réexprime de ce qui ne va pas et on se reva au contact des émotions. C'est pour ça qu'il est important de faire un sas, même s'il y a une compulsion. Moi, je dis aux personnes, ok, compulsion, vous mettez assise. Toute alimentation assise. Vous fermez les yeux, vous vous culpabilisez pas et vous allez regarder ce qui se passe. Et on voit qu'à un moment, ça se calme. Voilà, toute prise alimentaire, je le fais en pleine conscience. J'accepte. J'accepte que j'ai des émotions. J'accepte que j'ai des compulsions. On a tous des blessures. On a tous des blessures intimes ou des choses comme ça. Je l'accepte et on voit et on accompagne à partir de ce moment-là les personnes. Alors, vous affirmez aussi que malmener un aliment revient à se malmener soi-même. Qu'est-ce que ça veut dire, malmener un aliment ? Ça, c'est terrible. Vous savez comment on malmène les aliments dans les supermarchés, ils volent, on mange dans du plastique, un truc aberrant. Non, malmener un aliment, c'est-à-dire que on le sert n'importe comment, on le mange n'importe comment, et puis total, effectivement, on sait que les émotions ou le stress ou le fait de manger vite augmente la perméabilité intestinale, et à ce moment-là, ces aliments deviennent un peu irritants pour le système, et on sait que à ce moment-là, ça donne un tas de réactions au niveau de l'organisme. Donc déjà, on va pas malmener un chemisier, hein, en général. On va le mettre joliment sur soi, si vous voulez. Donc l'aliment, il faut le prendre et effectivement lui donner un écrin pour ce qu'il est, parce que quand même, si on vit, c'est grâce aux aliments, en fait, finalement. Non ? Bien sûr. Vit pas d'amour et des fraîches, certes, ça participe. Mais l'eau est importante puisqu'on peut pas vivre sans eau. Mais l'aliment va nous emmener des nutriments, des oligo-éléments et des choses comme ça. Mais je pense qu'il faut respecter l'aliment. En respectant l'aliment pour ce qu'il nous apporte, on va commencer à respecter toute la chaîne des aliments. On va effectivement moins gaspiller, puisque vous avez quand même 30% de notre alimentation qui est gaspillée. Et on va faire attention effectivement à toute l'écologie. Et donc c'est le début effectivement d'une écologie intérieure et d'une écologie extérieure. De plus en plus nombreuses sont les personnes en recherche de sens, de bien-être. Ressentant un profond mal-être, souvent difficile à définir, nombre d'entre elles reconnaissent qu'un changement est nécessaire, que la nourriture proposée par la société actuelle n'est plus en adéquation avec l'aspiration à vivre une vie saine. Stone, le monde est stone, j'ai la tête qui éclate, je voudrais seulement dormir, m'étendre sur l'asphalte et me laisser mourir. Stone, le monde est stone, je cherche le soleil au milieu de la nuit. Starmania. Pour se recentrer, pourquoi ne pas partir de la chose la plus naturelle, la plus simple qui soit, et qui occupe nos pensées 2 heures par jour, soit environ 7 années de notre vie, notre alimentation. Il est possible d'insuffler de l'esprit dans notre alimentation. Réfléchir à notre alimentation peut nous éveiller à notre intériorité, la face cachée de nous-mêmes, à notre rapport aux autres et nous permettre d'accéder à la connaissance que nous sommes plus qu'un corps physique. Il nous faut intégrer cette réflexion pour grandir et mieux se connaître. Mettre du sens dans son alimentation et dans sa vie, c'est augmenter son niveau de conscience et se mettre en marche vers un autre mode de vie, une autre aspiration, une autre façon d'être avec soi et l'autre. À partir du moment où l'on ne souhaite plus être un mangeur glouton sans cerveau, mais un être pensant qui mange, on est sur la voie de la spiritualité et de l'intimité de soi. À l'instar de Rabelais, on peut dire « Nutrition sans conscience n'est que ruine de l'homme ».
Paul Nathan, vous venez de nous offrir la lecture d'un extrait de votre livre. Pourquoi avez-vous choisi ce passage ? C'est une ouverture. C'est une ouverture et effectivement, on tourne en rond. On a vraiment que l'on tourne en rond. On a bien profité du matérialisme, du consumérisme. Et on a bien vu pendant la crise de Covid, j'avais commencé ce livre avant en fait finalement, mais on a bien vu, et je le dis à un moment, que finalement, tout le monde a eu l'aspiration d'un monde d'après. Vous vous souvenez ? Les personnes ont eu besoin d'exprimer ce monde d'après. Et effectivement, on cherche quelque chose, et l'homme est en recherche, il se cherche un peu dans sa généalogie, il cherche du sens, les jeunes sont volatiles, on n'arrive pas à les fixer. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que les personnes sont encore aussi plus adultes, volatiles, dans le sens où elles changent complètement de vie et autres. Il y a quelque chose, et l'homme est en recherche. Dans votre ouvrage, vous expliquez que notre rapport à l'alimentation est utilitaire. On s'en sert comme un carburant, ou soit comme un réconfortant, ou encore comme une garantie anti-âge. En quoi cela nous pénalise-t-il ? C'est-à-dire que quand c'est utilitaire, on cherche les boîtes à outils. Donc là, cherchez pas une boîte à outils, là, c'est une voie, en fait. L'apport nutritionnel, c'est un chemin. Quand on essaye, je mets des exercices pour essayer que la personne perçoive bien, d'abord l'intuition qu'on peut avoir d'un chemin qui existe, si vous voulez, et c'est pas une boîte à outils. Une boîte à outils, c'est quand on va dire, ah ouais, c'est super, son truc, son machin, ou ça peut être dit d'un autre auteur, si vous voulez. On va prendre les outils, puis on va dire, ah, ça marche pas, parce que le chemin n'est pas là. Et puis, le chemin anti-âge, vous savez, s'il n'y a pas le sourire, à l'endroit, s'il n'y a pas l'ouverture intérieure, tout le monde a des soucis, hein. Tout le monde a des tracasseries et autres, mais il y a des personnes qui sont plus rayonnantes que d'autres, et il faut retrouver cette énergie de vie quand les enfants... C'est drôle, un enfant, hein. Je sais pas si vous avez vu les enfants avec leurs petites couches là, ils tombent, ils remontent, ils retombent, ils vont vers l'extérieur. Il faut retrouver ça plutôt que cette déprime qui nous pousse à se scléroser et nous rentrer sur nous-mêmes, comme on voit là les gens avec leurs portables, leurs machins et autres. Ou ce que je dis, c'est qu'on est en train de se replier complètement sur soi-même. D'ailleurs, l'attitude du corps, et ça, c'est un repli sur soi, et on s'est enquisté et autres. Et en fait, il faut savoir s'ouvrir, effectivement. Et c'est ça qui va nous donner toute cette profondeur, et en même temps, on dit bien quelqu'un est rayonnant. Et ça, c'est l'anti-âge. C'est le rayonnement que l'on peut avoir. L'alimentation aide, et c'est effectivement. Mais c'est déjà ce qui est important, ce chemin-là. Alors, selon vous, qu'est-ce qui est le plus important ? La qualité des aliments ou la qualité de notre présence aux aliments ? En gros, vaut-il mieux se nourrir en conscience d'un kebab ou manger devant la télé un plat de courgettes ? Je crois que les deux sont importants. Les deux sont importants. Et effectivement, il m'arrive de voir des personnes qui mangent tout bio, tout bio, tout bien beau, tout bien beau, mais en mangeant très vite. En engloutissant et autres, c'est pas malin, si vous voulez. Ou alors trop de crudité qui irrite les intestins et autres, voilà. Donc pourquoi pas manger un kebab de temps en temps, si vous voulez, il y a pas de souci. Régulièrement, c'est vraiment beaucoup de graisse saturée. Même en conscience. Non, mais accueillons, c'est bon un kebab. Accueillons un kebab en conscience. Accueillons un kebab effectivement en conscience. Mais il y a la qualité effectivement des aliments qui est importante effectivement, et puis il y a la quantité aussi qui est importante, hein. Quand on mange très très vite, effectivement, on n'a pas cette satiété. Après, il y a la taille aussi des assiettes, hein. Vous avez vu que les assiettes sont de plus en plus grandes, et on a refait encore cette expérience qui est de mettre la même quantité dans une assiette grande et mettre la même quantité dans une assiette petite. Quand vous allez dans une assiette grande, vous dites j'ai pas eu assez à manger, vous allez vous resservir. Quand vous mettez dans une assiette plus petite, comme étaient les assiettes de nos parents et de nos grands-parents, à ce moment-là, vous êtes calés, si vous voulez. Donc il y a beaucoup de choses qui interviennent là-dedans. Mais effectivement, quand on accède à une alimentation plus équilibrée, qui nous contente plus, on a moins besoin de manger. Et à ce moment-là, financièrement, on peut aller vers une qualité plus importante. Moi, j'avais travaillé il y a très très longtemps avec la caisse d'allocation familiale pour les conseillères en économie sociale et familiale. Une alimentation équilibrée n'est pas chère. Voilà. Donc, il faut savoir remettre les curseurs sur la qualité, la quantité, l'accueil et le contentement. Et comme je disais tout à l'heure, effectivement,
Le plaisir, effectivement. Alors, c'est quoi la bonne posture à table quand on se met à table pour bien manger ? Déjà, une posture à table, c'est important. Donc, finalement, faire un sas entre l'activité et l'alimentation. Avant, on disait pause repas. Maintenant, on dit plus pause repas. En fait, maintenant, même les enfants, ils jouent et hop, pouf, pouf, ils passent à table. Donc, ils passent à table avec cette nervosité et autres. Donc, maintenant, c'est bien parce que tout le monde se lave les mains avant de passer à table. Donc, essayez effectivement de faire cette pause avant. Auparavant, les personnes se changeaient un peu et autres. Donc, déjà, on baisse le tonus d'activité. On baisse le tonus qu'on a dans la vie, vous dans votre métier, moi dans le mien, ou quand on a une famille, ou même quand on est seul. Déjà, on baisse un peu. Et effectivement, on s'assied à table d'une façon ouverte. C'est le contraire du canapé, faire attention. On se rend pas compte, mais il y a pas mal de gens qui mangent dans un canapé. Le canapé, c'est comme l'oie, comme on dit, on met le maxillaire en haut, et d'ailleurs il bouge pas, et puis on gave, voilà, et on voit pas ce qu'on mange. Et en fait, c'est le maxillaire comme ça, et on regarde un petit peu ce que l'on mange. Donc cette ouverture qui est nécessaire au niveau de l'accueil des aliments. Et puis il y a une posture qui est importante, qui est aussi de regarder avec qui on mange, et d'accepter les personnes avec qui on mange. Alors vous consacrez un chapitre à la mastication. En quoi est-ce important ? Alors, la mastication, effectivement, est un premier contact avec l'aliment. Il y a les organes des sens, effectivement, et puis après, c'est ce qu'on incorpore. Et là, il faut revenir à ce que disaient nos ancêtres, les orientaux, de boire ce que l'on mange et de mâcher ce que l'on boit. Alors, pourquoi ? Parce que c'est de réduire, finalement, de bien avoir le contact avec l'aliment, de bien le réduire en bouillie avec les enzymes digestives et surtout de l'ensaliver pour pouvoir respecter un peu la barrière intestinale. Et après, mastiquer l'aliment, c'est-à-dire mâcher ce que l'on boit, c'est que si une boisson est trop chaude, on la refroidit, et si elle est trop froide, on la réchauffe pour pas sidérer l'estomac. Donc ça, c'est un contact important. En fait, à l'heure actuelle, on est très culpabilisé par l'aliment. Donc en fait, on mange avec culpabilité. Maintenant, c'est la mode des 100, c'est-à-dire il faut manger sans ça, sans ça, sans ça. On fait des barrières, comme je dis, avec le monde extérieur, avec les autres pays. On fait des barrières avec nos voisins et on fait des barrières dans notre alimentation. Et on mange surtout avec culpabilité parce qu'on a peur de manger, parce qu'on dit c'est pas bon, parce qu'il y a beaucoup d'aliments toxiques et parce que je vais grossir et parce que je vais ballonner, etc. Donc on mange trop avec nos émotions. Donc en fait, quand on se pose avant le repas et quand on commence à accueillir l'aliment et qu'on va le mastiquer, à ce moment-là, c'est tout un processus d'accueil de l'alimentation et d'incorporation. C'est très, très intime, un aliment, finalement. Vous l'incorporez quelque chose qui vient du bout du monde ou qui vient de la ferme d'à côté ou qui a été industrialisé et vous l'acceptez tout au fond de vous-même. Donc, il faut vraiment avoir ce contact-là et accepter, effectivement, qu'il puisse nous restaurer. En fait, il va nous restaurer. On refait pas un tableau très vite, en fait. On refait pas une peinture d'un tableau, de restaurer un tableau. Et ben là, on va pas bouffer, comme font les gens derrière leur ordinateur et autres, se remplir de choses. Non, faut arrêter ça. Il faut vraiment prendre son temps et accueillir l'aliment. Et la mastication, c'est ça. C'est-à-dire, je me contente. J'ai le contentement de ce que j'ai dans mon assiette. Alors, vous parlez beaucoup d'altérité de tolérance. Oui. Comment la nourriture nous aide à toucher ces... Alors, déjà, c'est tout petit. C'est quand on est tout petit. Là, j'avais fait un chapitre, effectivement, pour l'alimentation à table et puis l'alimentation des enfants et des jeunes. Ça s'apprend à table. Ça s'apprend à table en voyant que quand l'enfant voit que l'autre ou que son voisin mange d'une façon différente. Donc, il va se dire, tiens, il a des pensées différentes, il peut avoir une alimentation différente. Ça peut être aussi quand on fait la cuisine et quand on a une famille, on va faire plus plaisir à l'un plutôt qu'à l'autre parce qu'on connaît un petit peu ses particularités et le fait qu'il va aimer un peu plus tel plat ou un autre. Et puis, c'est aussi quand on invite des amis ou quand on est invité, à ce moment-là, on accepte de manger des mets un peu différents. Après, l'altérité, c'est connaître effectivement les autres pays. Quand on voyage ou quand on prend des aliments qui ne sont pas des aliments coutumiers en France, on voit qu'effectivement, il y a d'autres personnes de l'autre côté du monde ou même nos voisins, nos voisins italiens, nos voisins marocains ou anglais ont des façons différentes de manger. Et ben, on sait que c'est des cultures différentes. Et puis, les personnes aussi d'Afrique, enfin bon, bref. Et on voit que les personnes ont des cultures différentes et aussi on accède au fait qu'ils ont aussi des façons de penser différentes. Voilà. Dans votre ouvrage, vous vous étonnez également que le véganisme soit autant médiatisé. En quoi ce régime alimentaire est-il
Alors, moi j'ai toujours une interrogation. À partir du moment où ça vient directement dans les médias et directement sur les tables des restaurants, c'est des lobbies, si vous voulez, quelque part. Il y a un danger. Alors, effectivement, on a mangé trop de ceci, trop de viande, etc., etc. Il y a le problème des bovins, mais c'est pas toute la chaîne alimentaire. Et le fait qu'il y a des personnes actuellement qui mangent de moins en moins de protéines. Moi, je vois, il y a des personnes qui viennent me voir, je suis endocrinologue, en me disant, c'est ma thyroïde, je suis fatiguée, ma thyroïde est mal réglée. Je les interroge. En fait, avec surtout la diète intermittente, maintenant, ils sautent des repas et ils mangent plus du tout de protéines animales, en fait. Ils sont très fatigués. Enfin, voilà. Le jeûne intermittent, qu'est-ce qu'il faut en penser? C'est parce qu'il y a pas mal de médecins. On a reçu effectivement des médecins qui sont venus ici. Le jeûne intermittent, il est sûr que dans toutes les philosophies, les religions, il y a des périodes de jeûne, en fait. Mais le mot intermittence, effectivement, on aurait pu se dire, bon, on fait un jeûne intermittent peut-être parce que on veut perdre du poids. Parce qu'il a été instauré d'abord pour la perte de poids. Et puis maintenant, vous avez des personnes qui en font régulièrement et tous les jours. Donc, ce qui fait qu'ils loupent un repas. C'est très facile de louper le petit déjeuner. Et puis après, comme on travaille beaucoup, ils sautent le repas de midi, ils n'ont plus qu'un repas. Donc on arrive, le contraire de ce qui était donné dans toutes les études qui ont été faites, c'est-à-dire d'apporter des aliments dans le sens de la dépense énergétique et de faire en sorte que le soir, l'organisme épure la nuit. Donc on est complètement à l'opposé de toujours ce qui avait été dit auparavant et ce que disait Kouzmine, c'est-à-dire un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince et puis un repas de soir du pauvre, si vous voulez, quelque part. Les personnes amènent leur alimentation sur le soir. Et en une fois, on ne peut pas emmener toutes les vitamines, les minéraux, les oligo-éléments. Il n'y a pas que les calories. Il y a la densité nutritionnelle des aliments. Donc moi, ce qui m'inquiète, c'est que les gens le font tous les jours maintenant. D'accord, donc c'est quoi le bon régime alimentaire? C'est 3 repas par jour? Jusqu'à présent, alors c'est vrai qu'on crache souvent un peu dans la soupe. Hein. Jusqu'à présent, l'alimentation française était bien équilibrée. Hein. La femme française, ça a toujours été l'élégance, ça a toujours été la minceur. Au point de vue longévité, on est pas mal en France, finalement. Pourquoi tout casser, en fait, finalement? Alors, on a oublié le régime alimentaire de la femme française. C'est quoi? De la femme française ou de la famille française? Ou de la famille française. Si vous prenez... alors, on va prendre la France élargie. Alors, prenons l'aioli, parce que moi, je suis méridionale, c'est très équilibré. Ouais. Vous avez du poisson, vous avez des légumes, vous avez des pommes de terre. Prenez le couscous. Hein, vous avez des légumes, vous avez un peu de couscous, et puis vous avez des protéines, si vous voulez. Vous avez le cassoulet qui peut être aussi équilibré, vous avez le pot-au-feu qui peut être équilibré. C'est des plats qui sont somme toute assez équilibrés. Donc c'est le régime méditerranéen. C'est le régime, effectivement, de tout un peu, de peu assez. On apporte parce que finalement, chaque couleur d'aliment, chaque nutriment est nécessaire à notre organisme. Et effectivement, avec une tendance, effectivement, le gradient nord-sud, d'être plutôt vers une alimentation plus méditerranéenne, effectivement. Alors, dans votre livre, vous partagez vos poèmes à la fin des chapitres. Quel bienfait vous apporte la poésie par rapport à l'écriture? L'écriture, c'est tout ce que vous avez dans la tête. Hein, et on me dit, est-ce que tu as lu pour écrire ça, tes livres? J'ai dit, non, j'ai regardé ce qu'il y avait dans ma tête. Et donc, on essaye de mettre en forme, si vous voulez, ce qu'il y a dans notre tête. Bon, qui fait partie de tout ce qu'on a pu engranger au cours de son expérience. La poésie, c'est le contraire, c'est une ouverture, en fait. Voilà. Donc, la poésie, c'est ce qui permet un peu de vagabonder. Voilà, comme il peut y avoir des allégories. Hein. Quand j'ai fait le jardin extérieur, j'aime beaucoup cette allégorie. C'est-à-dire, l'homme se situe entre deux jardins. Notre jardin extérieur, qui effectivement, il faut savoir vagabonder dans du jardin extérieur avec le soleil, avec l'eau, avec les aliments, avec les autres êtres humains. Et on a aussi ce jardin intérieur qui est lumière intestinale. Hein. Je posais la question, lumière intestinale. Pourquoi ce mot lumière intestinale? Il n'y a pas de lumière dans les intestins. Eh ben, c'est peut-être la lumière de notre chemin. Moi, je dis toujours, on veut aller sur Mars et sur la Lune, et puis finalement, on est revenu au niveau de nos entrailles, et on voit que ça réjouit énormément d'harmonie dans notre alimentation avec ce balai qu'il y a dans notre système intérieur entre la flore intestinale et la barrière intestinale. Il y a un balai intérieur extraordinaire. Et si on arrive à le faire bien jouer en harmonie, effectivement, on arrive à prévenir beaucoup de maladies. Et vous le savez bien maintenant, et tout le monde le sait, qu'il y a autant de cellules nerveuses dans les
dans le cerveau que dans les intestins avec le nerf vague. Et donc, de faire une allégorie comme ça permet aussi d'être moins rigide et sortir un peu du trop scientifique. Parce que quand on a des formations scientifiques, on est assez... il le faut. Et, voilà. Et ça permet de vagabonder et d'ouvrir l'intuition et d'ouvrir au possible, au domaine du possible. Et les poèmes, c'est ça. On s'ouvre et on donne une sensibilité aux choses et on ouvre au domaine du possible de la pensée. C'est la spiritualité, selon vous ? C'est une voie vers la spiritualité et tout le monde est capable de le faire. Hein. Tout le monde est capable, mais on s'autorise pas de le faire. Et là, je me suis autorisée de le faire. Bon, voilà. Alors, comment est venu chez vous cet élan spirituel ? Vous qui êtes médecin, endocrinologue, comment c'est arrivé ? Ça a toujours été là ? Je pense, oui. Je pense que j'ai toujours... Après, ça a été aussi dans mon exercice professionnel, quand même, nutrition, endocrino, il y a beaucoup d'états d'âme là-dedans. Je pense que si on ne soigne pas l'émotionnel, le spirituel, je pense qu'on n'arrive pas à équilibrer les personnes. Ce qui est important, c'est d'harmoniser le comportement alimentaire. Moi, j'ai toujours, ils ont les boules et les glandes, excusez-moi du terme, mais dans l'endocrinologie, je pense qu'il faut harmoniser ce système qui est important. Et il y a une demande, voilà. Donc, en plus d'être médecin, endocrinologue, nutritionniste, vous êtes aussi un peu psy ? J'avais fait une double formation au départ. Donc j'étais un thérapeute, j'avais fait ça dès le début de mes études de médecine. Bon, effectivement, mais oui, on peut dire. Médecin, c'était une vocation pour vous ? Depuis petite. D'accord. Oui, être médecin ou bonne sœur. Moi, j'ai choisi médecin, c'était plus rapide de soigner les gens. Voilà. C'est drôle ça, médecin ou bonne sœur ? Oui. Comment ça ? Je voulais aider les gens. Voilà. Bon, ça c'est comme ça, on a chacun nos aspirations. Voilà. Mais alors, entre médecin et bonne sœur, alors j'ai envie de dire... Mon mari dit qu'elle a gagné, parce que... Oui. Vous avez préféré vous ouvrir au monde plutôt que... Bon, après, j'ai trouvé que c'était plus rapide de changer plus efficace d'être médecin. Oui, puis comme vous dites, puis après, vous votre savez, mari a gagné. Oui, puis vous savez, après, il y a toutes ces révoltes qu'on a quand on est enfant, adolescent, par rapport à la religion, la remise en cause, sur l'être humain, ce qu'il est capable de faire à l'autre. Ça sort peut-être du sujet, mais je sais pas pourquoi, adolescente, j'ai lu tout ce que les médecins allemands avaient fait dans les expériences et autres. On voit que l'âme humaine, parfois, est un peu difficile, quoi. Quel livre vous a bouleversé ou quelle rencontre a bouleversé votre compréhension ou votre rapport au monde ? Ah, ça, c'est une colle. Hein. Quel livre m'a bouleversé enfin... Je ne sais pas le titre, mais c'est les livres que je lisais sur les grandes civilisations. C'est-à-dire l'aventure des civilisations. Effectivement, la vie, c'est une grande aventure. Et on fait partie, dans cette traversée de vie, puisqu'on a quand même une traversée de vie, on fait partie de cette histoire, en fait. Et donc, l'histoire de l'homme sur les grandes civilisations, ça, c'est quelque chose qui m'a toujours marqué. Là, j'étais à la grotte Cosquer, c'est extraordinaire. Et de voir que l'homme de Néandertal, Sapiens, ont mis la main, l'esprit de la main, c'est du Magritte, hein, c'est-à-dire avec un pochoir. C'est-à-dire, c'est pas une main, mais c'est un esprit de main. Et ça m'a toujours interrogée, en fait. Ces hommes, comment ils ont eu l'idée d'aller traverser pour aller voir d'autres pays. Pourquoi on traverse un océan comme ça, sur un radeau il y a moins 200 000 ans, etc. Moi, c'est quelque chose qui m'a... Par exemple, la civilisation Varna, on n'en parle pas. C'est les premiers orfèvres au monde. Ils ont fait... c'est extraordinaire. C'est l'orfèvrerie, voilà. Et toutes ces civilisations qui sont montées et qui ont eu un déclin. Pourquoi un déclin ? D'ailleurs, je le dis à un moment de ce livre-là. Et ça m'a toujours fascinée. Et là, actuellement, effectivement, je pense qu'on est dans un passage et autres. Voilà, et on participe à ce passage. Ça m'a toujours fascinée. Alors, un passage ou déclin, c'est pareil, c'est un peu la même chose. On va vers quelque chose d'autre, en fait. On le sent bien, il y a tout qui bouge actuellement. Mais il ne faut pas en avoir peur, si vous voulez. Là, vous parliez de civilisations disparues, quand même. Oui, mais elles ne sont pas totalement disparues. Elles sont pas totalement disparues. Et puis, on avance et il y a des apports qui sont donnés et puis on avance. Donc là, on est sur des civilisations technologiques. On a fait quand même beaucoup, regardez, de progrès au point de vue technologique. En médecine, c'est extraordinaire. Ce qu'on a fait comme progrès, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire. Et là, je pense qu'on revient effectivement vers un peu plus de sagesse et de spiritualité qu'on a un peu abandonné parce qu'on a été vers cette technologie, si vous voulez. Voilà. Alors, en quoi croyez-vous ?
Je crois en l'homme. Je crois en l'homme et je crois qu'on est aidé. Alors ça, c'est une perception particulière. Je pense qu'il y a quelqu'un qui... Je sais pas. Je crois en l'homme et je pense que s'il se donne les moyens d'y arriver, il est aidé. Ouais, vous le soutenez d'ailleurs dans votre livre. Oui, mais je pense qu'il faut... je sais que j'avais un patron qui disait, quelqu'un qui est au fond du trou, on peut lui donner la main, on peut lui donner l'échelle, on peut lui donner la corde, on peut tout lui donner. S'il prend pas les mains, la chaîne, les cordes, c'est-à-dire s'il prend pas la main, il le fait pas. Et je pense que l'homme, il faut lui redonner son impulsion et je crois que l'homme est capable. Il est capable du pire et ça, on l'a tous. Vous savez, les expériences de Milgram qui ont été faites et qui nous ont expliqué ce qui s'est passé pendant la guerre. On est capable du pire, donc il faut savoir qu'on est tous capables du pire. Et mais je pense il faut que l'homme, on soit des justes et qu'on soit aussi des justes avec soi-même. Voilà. Et je crois que beaucoup l'homme, mais il faut lui donner cette impulsion de dire tu peux y arriver et je crois en l'homme. Voilà. Qu'est-ce qui vous inspire ou vous émeut? L'autre, je pense que ce qui m'émeut, c'est quand quelqu'un est arrivé à être bien. On le sent bien quand quelqu'un rentre dans une pièce ou dans un truc. Ce qui m'émeut, c'est ça. Après, je peux être ému par un paysage ou une musique qui peut effectivement ça donner des émotions. Mais voilà, un paysage peut donner des émotions. Mais ce qui m'émeut, c'est effectivement c'est quand quelqu'un arrive à avoir une certaine plénitude. Qu'est-ce qui vous effraie aujourd'hui? Ce qui m'effraie aujourd'hui, c'est peut-être qu'on est dans une société qui prône un peu trop la violence. Voilà. Je pense qu'il y a quelque chose... Je parle beaucoup dans ce livre sur l'empathie. Et on est dans une société qui coupe beaucoup l'empathie. Et au niveau de l'enfant, il faut absolument que les parents se rendent compte que mettre un enfant devant une télévision avec des phénomènes violents et autres, même s'il comprend pas, ça coupe l'empathie. Il faut vraiment rééduquer. Il y a eu les 1000 jours qui ont été faites. Vous savez, un peu, et d'ailleurs les personnes de la petite enfance ont été contents d'avoir ce rail un petit peu, et je pense qu'il faut éduquer l'enfant à l'empathie et la reconnaissance de l'autre, plutôt que effectivement des phénomènes où finalement on est en clan et puis on n'est pas vers l'autre. Et je pense que c'est un enjeu que l'on a actuel qui est important. Et à un moment, je dis il faut faire une nutrition, une alimentation un peu écuménique entre les 3 religions. Ça serait marrant de faire un truc comme ça, si vous voulez. Et on est là pour tous vivre ensemble. Donc il n'y a pas que les religions, si vous voulez. Mais je pense que les jeunes, les adolescents peuvent avoir une violence. Mais quand on les prend... Moi, j'ai une amie qui est professeure justement dans une banlieue difficile et des jeunes sont très très violents et autres. Mais quand elle les regarde droit dans les yeux, qu'elle leur donne de l'existence, à ce moment-là, ils se calment, si vous voulez. Donc il y a un gros travail à faire. Moi, ce qui me fait peur, c'est ça. C'est que ce travail n'est peut-être pas fait à l'heure actuelle, qui est de repartir au niveau des fondamentaux et de la reconnaissance de l'autre. Qu'est-ce qui vous fait du bien? Ce qui me fait du bien, c'est, je sais pas moi, d'être ici, dans un groupe, de regarder votre regard, de sentir que les personnes peuvent être bien ensemble. Non, ça me fait du bien. Ça me fait beaucoup du bien. De voir des couleurs, de voir de la nature, d'être contente de ce livre. Ce qui me fait du bien, c'est ça. C'est de déjà se sentir détendu et puis de sentir qu'on est entouré. Voilà, ça me fait beaucoup de bien. Alors, votre mantra ou la phrase que vous vous dites pour vous faire du bien? Alors, pour me faire du bien, c'est déjà la sensation de ce que j'ai, qui est important. Voilà, sentir qu'on est bien, qu'on est entouré, en dilatation. Et puis, un mantra, c'est... parfois, on se met un peu des objectifs un peu hauts, c'est « tu vas y arriver ». Tu vas y arriver, et ça, c'est important. Voilà. Eh bien, merci, Paul. Merci. En attendant d'ouvrir la porte nutritionnelle évoquée par Paul Nathan, nous pouvons toujours méditer ces mots de l'avocat et gastronome Jean-Athel Brillat-Savarin. Les animaux se repaissent, l'homme mange, l'homme d'esprit seul, c'est manger. Voilà, je vous donne rendez-vous sur bluemenew.fr où vous trouverez la transcription de cet entretien avec toutes les références. Je vous dis à très vite pour de nouvelles rencontres et découvertes. Et en attendant, je vous souhaite tout le meilleur. À bientôt.